Eh bien, avant de nous pencher sur l'indépendance des pays de l'URSS, nous allons dans un premier temps consacrer quelques instants à l'horaire de cet automne. Donc, nous terminons ici le 16 juin. On va se pencher sur la Belgique, notamment la Flandre, mais on va se pencher là-dessus. Et là, c'est la pause d'été. Dans l'été, j'espère à une occasion au moins, je vous tiendrai informé, il y a beaucoup de gens en vacances, mais peut-être qu'un samedi, on fera de 10h à 1h au cimetière. D'abord pour aller au monument qu'on n'a pas pu aller à la Fête nationale des Patriotes, au Félix Pulpa, vous avez vu comment il pleuvait, on était mieux à Sorel, bien au chaud, et d'autres à Québec. Donc c'est un succès partout cette année, mais pour reprendre ça à la demande de quelques-uns ici, je vais faire un samedi sur le monument, puis quelques monuments aux Patriotes, et quelques autres autour, qui nous permettraient de faire une espèce de survol, pour ne pas que notre été soit complètement aseptisé. Comment allons-nous savoir? Cet automne, on va vous tenir informé. Est-ce que tout le monde a donné son numéro de téléphone à Gilles Bédard? Vous avez tout le monde, y compris mon ami M. Oui? Très bien. Donc, à l'automne, vous savez, quand vient le temps de choisir des sujets, c'est pas drôle, hein? Parce qu'il y a tellement de sujets. Là, en janvier, on devra se pencher sur l'histoire de France, sur l'histoire d'Angleterre, mais vraiment, là, on ne peut pas comprendre l'histoire du Québec si on ne connaît pas l'histoire de l'Angleterre, à commencer par le sens des mots qu'on emploie lorsqu'on parle de nos institutions parlementaires. Nous leur donnons souvent un sens français qui est contraire au sens originel britannique, qui ne va pas du tout dans le même sens. Donc, il faut connaître l'histoire d'Angleterre, pour connaître nos institutions politiques, pour connaître nos crises politiques, puisqu'il y a eu des crises politiques et elles s'expliquent toujours par le régime politique dans lequel on est. Nous, ici, on ne connaît pas de crise politique au sens italien, pas encore. On ne connaît pas de sens politique au sens républicain français. Nous avons cependant des crises politiques. Donc, pour bien comprendre ça, on a eu plusieurs, on laisse pencher sur l'histoire de l'Angleterre. Si vous pouviez m'apporter un verre d'eau, je ne sais pas ce qui se passe pour un coup, ce serait bien. Donc, il fallait trouver un sujet pour l'automne. 2008, ce sont les 40 ans de fondation du Parti québécois. J'ai donc décidé cet automne de vous raconter l'histoire du Parti québécois depuis sa fondation jusqu'à maintenant. Ça va nous permettre de revenir avec les valeurs fondamentales. Donc, ce sera tous les lundis soirs à 20h ici, à moins d'avis contraire. On va commencer en septembre. La première, c'est le 8 septembre, l'indépendance avant René Lévesque. Mais là, ce sera pour nous l'occasion de faire le point. Vous savez, il y avait des gens, notamment des jeunes, mais pas uniquement des jeunes, c'est trop facile à dire. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le projet indépendantiste, c'est René Lévesque qui a inventé ça. Puis ça a commencé avec le Parti québécois le 15 novembre 1976. Il y a peut-être près de 40% des Québécois francophones qui pensent ça. C'est bien du monde, vous savez ça. C'est encore beau parce qu'il y en a encore moins qui savent qui sont les patriotes. Il n'y a pas que 15-20% des gens qui ne savent pas qui est Champlain, qui est Cartier. 28% des gens croient qu'Elvis Presley est vivant. Ça, c'est sûr. Là, on ne parlera pas de Kennedy. Donc, vous savez, c'est pas facile. Quand on parle de l'opinion publique, c'est jamais simple. Hein? Donc, l'indépendance avant René Lévesque. Avant M. Lévesque, il y a eu autre chose. Donc, ça va nous permettre de faire le point sur le VRIN. Donc, Pierre Bourgault, Marcel Chaput, André d'Allemagne, Mme Ferretti, bien sûr, donc, et l'action de la GRC, de l'arrivée du FLQ, pour nous permettre de revenir. J'ai participé cette année aux conférences de M. Benoît Perron, qui
qui ont lieu à l'Université du Québec à Montréal et j'ai appris beaucoup de choses que je voudrais intégrer à ce que je sais déjà. Donc, il y a beaucoup de matériel là-dedans, vous savez. Et la preuve est maintenant faite que la dynamite fournie au FLQ, pas tout le FLQ, mais presque tout le FLQ, c'est la GRC qui est fournissait. Il y en a qui ne sautaient pas, il est arrangé pour ne pas sauter. En tout cas, dans toutes sortes de domaines, nous allons donc l'indépendance avant René Lévesque. Qu'est-ce qui se passait? Vous savez, René Lévesque, au niveau de l'indépendance comme telle, ça a été c'est d'abord quelqu'un qui a récolté, et qui a semé aussi, mais qui a récolté. Les indépendantistes sont arrivés en masse au Parti québécois, sont venus rejoindre les libéraux déçus, et tout ensemble, ça a fait une grosse machine. Mais il y avait quelque chose, l'indépendance a toujours été là. Donc, la première rencontre va nous permettre de faire le point sur l'idée de l'indépendance. C'est une idée qui a toujours été présente, et notamment au 20e siècle, elle a été très, très présente. Ensuite, on va, la deuxième semaine, on va regarder René Lévesque, l'indépendance et les indépendantistes. Ça n'a pas toujours été l'amour fou. M. Lévesque a tout fait pour que Pierre Bourgault soit battu à l'exécutif national, pour l'empêcher de se présenter, pour lui donner des comtés. Mais c'est pas parce qu'il le détestait personnellement, quoique son caractère, peut-être, n'était pas identique, là, mais il y avait du monde aussi, je dirais, aussi déterminé que Bourgault pouvait l'être. C'est tout simplement on va essayer de se pencher là-dessus. M. Lévesque ne voulait pas passer pour un radical. Aujourd'hui, dans certains milieux, on aime ça, se faire traiter de radicaux. Il y a 40 ans, un bon politicien ne souhaitait pas se faire traiter de radical. Il ne se qualifiait pas lui-même de radical. Bon, même si on sait que radical, si on veut être stricto sensu, ça veut dire racine. Donc, ça veut dire personne ne peut être contre ça. Dans le vocabulaire politique nord-américain, être radical, c'est quasiment terroriste. Alors que ce n'est pas ça du tout, mais les mots sont importants. Et M. Lévesque était prudent avec les mots. Était-ce par conviction? Était-ce par habileté? Était-ce un peu les deux? Était-ce parce qu'on le poussait à avoir cette attitude-là? Est-ce qu'il était plus sensible à certaines pressions que d'autres? Comment se fait-il qu'il y ait un rendez-vous manqué, là? Comment se fait-il que M. Lévesque a fait battre Marcel Chaput dans Maisonneuve, dans le comté de Maisonneuve, lors de l'investiture? On pourrait en nommer beaucoup comme ça. Non pas pour faire une critique, moi je pense que la dette est énorme vis-à-vis René Lévesque. Il est important de revenir sur l'histoire, pour montrer quelles sont les difficultés qu'on a rencontrées afin de ne pas les reproduire. Et ensuite, ça va être la fondation du Parti québécois comme tel, le 15 octobre 1968. Ensuite, on va passer rapidement sur les élections 70, 73, 76. Là aussi, on s'en est fait voler. C'est pas seulement le 30 octobre 1995 que les indépendantistes se sont fait voler un pays. Les élections, on s'en fait voler depuis longtemps. Ensuite, on va voir René Lévesque, premier ministre, comment a-t-il été? Parce que souvent même, il faut... l'histoire, vous savez, c'est sévère, l'histoire. Hein? Ça ne laisse pas place au doute, et ainsi de suite. Les gens disent, ah, M. Lévesque était contre la loi 101. Si M. Lévesque avait été contre la loi 101, la loi 101 n'aurait pas été adoptée. M. Lévesque était premier ministre. C'est la première chose à dire. Est-ce que c'est le genre de loi qu'il affectionnait? Pas du tout. On va voir pourquoi. Et il a cédé, puis après de longs débats, on sait que le docteur Lorrain, permettons de parler un peu du docteur Lorrain, le docteur Lorrain était un homme patient. Sans doute patient et impatient à la fois. Patient, mais pressé. Il avait hâte de faire l'indépendance. Donc, on va revenir sur le référendum confisqué de 1980. Si en 1995, on peut parler du référendum volé, il ne faut pas offusquer, il ne faut pas occulter, pardon, qu'en 1980, il y a eu un référendum confisqué. Ça n'a pas été un vol au même sens qu'en 1980. Qu'en 1995, en 1995, ils auront appris beaucoup de 1980. Eux autres, ils en ont fait des post-mortem avec des gens payés pour en faire, puis tous les spécialistes dans tous les domaines qui ont regardé ça sont revenus sur la campagne de 80, puis
savait quoi faire pour la prochaine fois. Ce que nous n'avons pas eu l'habilité de faire, je crois, ni la sagesse. Mais il y a eu un référendum confisqué. Il y a même un excellent livre qui a été écrit là-dessus, c'est un livre que je recommande, qui a été publié chez VLB par un journaliste de la presse du nom de Claude V. Marsollet, AIS. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le référendum confisqué », où c'est démontré noir sur blanc qu'Ottawa a violé la loi, cette fois-là, en publicité puis en dépenses, tous les chiffres sont là. On se souviendra que notre ami, le regretté Gérald Godin, avait dénoncé cette attitude du gouvernement d'Ottawa. Ensuite, on va revenir sur le départ de René Lévesque. Ensuite, ça sera la période de Pierre-Marc Johnson. Ensuite, Jacques Parizeau. On va revenir sur le référendum volé. J'ai trouvé de nouvelles données, même que je n'avais pas. J'ai comparé les recensements de 1900, des élections avant 1994, pour montrer qu'entre le recensement de septembre 1994, qui élit Jacques Parizeau, et le recensement de septembre 1995, la liste du référendum, il y a 191 000 nouveaux électeurs. Généralement, la moyenne est de 50 000. Cette année-là, on a eu 191 000. Donc, pour arriver, pour savoir que la moyenne est 50 000, il faut aller voir les recensements antérieurs, puis les comparer, puis faire des études et ainsi de suite. Donc, il y aura encore des révélations intéressantes sur le référendum de 1995. C'est pour ça, je sais qu'il y en a parmi nous là, qui ont fait des démarches pour que le directeur des élections ne brûle pas les bulletins du scrutin. Ce qu'il y a encore de plus important que les bulletins du scrutin, c'est la liste électorale. Il faut sauver la liste électorale, c'est la preuve du vote. Moins que les votes, même. C'est la liste électorale qui démontre le vote et qui l'illustre. Donc, on va revenir là-dessus. Ensuite, on va sur la période de M. Bouchard, les conditions gagnantes, le plus tôt possible avec Bernard Landry, quand nous le jugerons à propos avec Mme Marois. Ensuite, le Parti québécois et les autres indépendantistes. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Mme Marois a quand même tendu une main. Ça mérite d'être souligné. C'est peu commun. Je n'ai jamais vu ça, un geste comme celui-là. Elle a tendu la main, elle a même jusqu'à offrir des comtés au Parti indépendantiste puis à Québec solidaire, des comtés prenables, ce qui est assez exceptionnel. Ah, c'est elle-même qui l'a dit. Si vous l'écoutiez quand elle parle au lieu de changer de poste. Ah oui. Non, je vais revenir, mais effectivement, il s'est engagé dans ce sens-là. Et quelles leçons tirer de l'histoire du Parti québécois? Donc, à l'automne, nous verrons nous consacrerons la saison. C'est l'histoire du Québec, si on veut, des 40 dernières années, via celle du Parti québécois, afin de souligner à notre façon les 40 ans du Parti québécois. Tandis qu'en janvier, je lève déjà un petit voile sur janvier, en janvier, je vais essayer qu'on fasse des figures de notre histoire, mais à la fois aussi, il faudrait passer, disons, 3 semaines sur l'histoire de l'Angleterre. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé dans le temps des patriotes, pourquoi ils ont agi ainsi. Il faut connaître, c'est l'histoire de l'Angleterre qui nous donne les réponses aux gestes posés ici, les luttes politiques là-bas, et ainsi de suite. Dans notre tournée des indépendances, nous arrivons au dernier tournant, versant. Nous allons cette semaine et la semaine prochaine nous pencher sur les indépendances des pays de l'ex-URSS. Lorsque j'ai déterminé ce sujet, je ne savais pas qu'il était aussi vaste. On pourrait en parler pendant 5 ans, toutes les semaines, puis on n'aurait pas encore fait le tour, ne serait-ce que des peuples ayant habité ou habitant le territoire de l'ex-URSS. C'est un monde. Nous sommes des Occidentaux, nous sommes connectés à l'Orient, à l'Occident, pardon, à ce qu'on appelle l'Europe occidentale, l'Europe continentale, la Russie, ce qu'on appelle la Russie, les Russies,
Ce soir, il faudrait parler des Russies. Vous savez, quand on disait qu'il était l'empereur de toutes les Russies, ce n'était pas qu'une formule rhétorique. Écoutez, c'est le petit détail. Les Russes comme groupe ethnique, c'est le groupe ethnique le plus nombreux d'Europe. Comme groupe linguistique également. Quand on dit Europe, on le dit au sens maintenant du général de Gaulle, parce que les républiques de l'ex-Union soviétique, parmi les peuples auxquels on va s'intéresser cette semaine et la semaine prochaine, plusieurs d'entre eux ne sont pas en Europe, mais ils sont dans l'URSS. Parce que la limite entre l'Europe et l'Asie, c'est à l'intérieur des pays de l'URSS qu'elle se trouve. Lorsque le général de Gaulle dira un jour l'Europe, ce sera d'où? De l'Atlantique à l'Oural. C'est l'Oural, la frontière. Pour ça qu'on connaît l'Oural un peu. Quand on a étudié la langue des Finnois, quand on a étudié la langue des Basques, quand on a étudié, lorsqu'on a parlé quelque peu des Hongrois, dans notre découpage avec les Pays-Bas, les Finnois parlent des langues, et l'estonien, c'en est une aussi, donc un Pays-Bas, ce sont des langues finno-ougriennes. Rappelez-vous de ça? C'était des langues qui se classaient difficilement dans notre tableau des langues. On revient, il y a les langues latines, le latin, l'italien, l'espagnol, le catalan, le français, le provençal, le roumain, le portugais, et sans doute 100-150 langues de plus, là, plus petites, mais qui doivent se parler un peu partout dans les pays européens. Donc, il y a les langues latines. Il y a les langues germaniques. La plus connue, c'est l'anglais, l'allemand, le hollandais, le frison et beaucoup d'autres. Il y avait des langues finno-ougriennes. Je viens de vous les nommer, je ne nommais pas. L'estonien, le finnois, et ainsi de suite. Il y a des langues slaves. Ce soir, nous allons parler du monde slave, non pas essentiellement, mais comme étant le noyau de l'ex-URSS et de la Russie, le monde slave. Dans le mot slave, il y a le mot esclave. C'est là que ça vient. Slave vient de esclave, et pour être plus exact, esclave vient de slave. Slave, c'est du nom d'une langue, d'un peuple qui s'appelait le Slavon. Et tous les peuples slaves, écoutez, il y en a beaucoup de peuples slaves, je pensais être obligé d'en faire la liste parce que je crains d'en oublier. Il y en a beaucoup de peuples slaves. Les Russes, les Polonais, les Ukrainiens, les Biélorusses, les Tchèques, les Slovaques, les Serbes, les Hongrois ne sont pas des Slaves, ce sont des Finno-Ougriens. Ah oui, il y en a sur leur terrain, il y en a partout. Il y en a partout. Et il m'en manque, il en faut 15. Les nations qu'on dit slaves, moi, sont d'origine plutôt iranienne. Ah, moi je ne parle pas des nations, je parle des langues. C'est plus simple. Comme les Croates. Oui, ils parlent slave aussi. Qui sont d'origine iranienne. Oui, mais ils sont. Le serbo-croate, qui est la langue de Croatie, la langue de Serbie, c'est une langue slave. Avec, bien sûr, des emprunts à l'étranger. Le yiddish, c'est une langue slave. C'est un mélange de... Ça, sur les langues, je peux parler longtemps. C'est un mélange influencé par du slave et de l'allemand. Et c'est la croate, et c'est d'autant plus intéressant, le yiddish, que nous reviendrons sans doute dans le détail la semaine prochaine, parce qu'on ne peut pas tout voir, mais pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, il y a eu un peuple juif en URSS, sur lequel un beau livre a été écrit par Arthur Kessler, qui s'appelle La 13e tribu. Vous savez, il y a les 12 tribus d'Israël. La 13e tribu, c'est ce peuple de l'Asie centrale
qui, à un moment donné, s'est converti au judaïsme. Tout le peuple, au 9e siècle. Ils se convertissent au judaïsme, ils fondent leur pays et ainsi de suite, mais à un moment donné, ils doivent quitter leur pays parce qu'ils sont envahis. Ce sont les Ashkénazes, qui par la suite vont aller se réfugier, beaucoup en Europe de l'Est, un peu partout, jusqu'aux États-Unis plus tard, ici même. Mais d'abord, dans toute l'Europe, les Ashkénazes sont les descendants de cette 13e tribu d'Arthur Kessler, si on peut dire, de ce royaume juif, au plein cœur de ce qui est devenu l'URSS. C'est donc un monde, c'est donc un lieu où les mondes se rencontrent. Hein. Les Slaves, dont on peut dire le gros, là, ça apparaît autour de Kiev. C'est là que va apparaître pour la première fois le mot russe. L'État russe de Kiev. Il va être là au 9e siècle, au 10e siècle. Rappelez-vous, quand on a regardé l'histoire des Pays-Baltes, quand on a regardé l'histoire de l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, puis que les États ont commencé d'apparaître vers le 8e, le 9e siècle, où une certaine organisation était déjà plus sérieuse de ce qu'il y avait auparavant, que ce qu'il y avait auparavant, eh bien, c'est la même chose en Europe centrale. Parce que nous sommes maintenant en Europe centrale, on va jusqu'aux limites de l'Europe centrale, où on tombe dans l'Asie centrale. Puis là, en Asie centrale, il y a des influences iraniennes, il y a des influences turques, puis aujourd'hui, il y a des peuples qui, là, ont obtenu leur indépendance, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Turkménistan. Et juste un petit peu au-dessus, il y a le Kazakhstan, mais qui, lui, ne fait pas partie. Il est en Europe, il est de ce côté-ci de l'Oural. Mais on le considère souvent comme d'une part faisant partie de l'Asie centrale parce qu'il est en arrière. Mais ça, ce sont des peuples influencés par les Turcs, les Perses, les Turcs, les Perses, les Iraniens et les Chinois. Parce que là, on passe du semi-mongol, si on peut dire, puis on va presque jusqu'à Varsovie. Donc c'est un monde, écoutez, il y a 12 fuseaux horaires. Ici, on en a 3, 4, nous avons raison, les Canadiens, c'est un grand pays, on trouve ça grand. Il y en a 12 là-bas. Vous voyez, c'était le plus grand pays de la Terre, et ainsi de suite. Donc, comme les autres pays d'Europe que nous avons déjà rencontrés, c'est donc au début du Moyen-Âge et le Moyen-Âge avançant que la société va s'organiser. Alors, il y a beaucoup de données, on pourrait parler, écoutez, il y a des présences d'êtres humains 300 000 ans avant Jésus-Christ en URSS. Vous savez, les pays communistes ont bien des défauts, nous y reviendrons tout à l'heure quand on se penchera sur les nationalismes sous Staline. Eh bien, ils ont bien des défauts, les communistes, mais il faut reconnaître une chose, au niveau de la recherche scientifique, de la recherche historique et de la recherche en général, ils ont formé de nombreux savants dans toutes les disciplines. Tout cela se faisait, toutes ces formations universitaires, on va y revenir dans le détail, mais je tiens juste à le dire, ça s'inscrivait le plus souvent dans une démarche de russification. Pour nous, l'histoire de soviétisation, l'histoire de l'Union soviétique pour des gens du Canada, comme le sont les Québécois et les Canadiens français, que nous devons nous dire maintenant depuis le rapport Taylor, qui nous permet de tendre de nouveau la main à nos frères de l'Ontario, eh bien, on se rend compte que cette recherche de l'identité russe que l'on perd parce que c'est une identité qui s'émiette. Qu'est-ce que c'est un Russe? Un Russe, c'est à la fois de l'allemand, du turc, du tatar, du mongol. Puis j'en oublie 40-50. Donc
c'est un pays qui va se développer avant même l'Union soviétique. Quand on va parler d'un empire de Russie avec Pierre le Grand. Là, on est au début du 18e siècle. Et la Russie de cette époque-là, vous savez, je vous invite à lire les biographies d'Henri Troya, hein, si vous voulez en lire des belles cet été, là, sa Catherine II est tout simplement magnifique, son Pierre le Grand est incroyable, ou lisez du Dostoïevski, ou Henri Troya, lorsqu'il écrit La lumière des justes, je crois, sur les décembristes, on va y revenir, vous allez voir, la Russie, là, c'est un bouillonnement d'idées. Et le 18e siècle, comme le 19e siècle, se rapproche beaucoup de nous, là. On se demande même si c'est nous qui ne s'approchent pas d'eux. Là aussi, les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie va jouer un rôle de premier plan dans l'éveil aux idées libérales de la vieille Russie. Donc, tout part autour de Kiev et ça va se développer petit à petit. Et à un moment donné, il va apparaître un peu plus au nord une république. C'est assez rare, hein? Il y a longtemps, là, au 16e siècle, on appelle ça la république de Novgorod. Novgorod, N-O-V-G-O-R-O-D. Une vraie république avec des institutions républicaines ressemblant un peu à la romaine. On va voir pourquoi ils ne veulent rien savoir de Rome. Là. Ce sont des chrétiens, mais ce sont des orthodoxes. C'est même le cœur de l'orthodoxie. Puis pour l'orthodoxie, Rome, c'est la putain du monde. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de difficultés de rapprochement au niveau religieux. C'est plus simple que George Bush se rapproche d'un président russe que le patriarche de Moscou et le pape se rencontrer. Ça a eu lieu, mais vous savez, rappelez-vous, il y en a un qui est mort curieusement lors d'une rencontre, d'ailleurs en ayant ouvert un livre qui avait été offert. En tout cas, c'est tout un univers. Donc, cette république-là, les Russes vont s'en emparer. Ce qu'on appelle les Russes, là, c'est autour de Kiev, ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui. Ça, c'est peuplé par un peuple qui s'appelle les Varegs. Ce sont des Vikings, dit dans une autre langue. C'est essentiellement des Vikings. C'est pour ça qu'il y a du nordique chez les Slaves. Vous savez, cette blondeur, cette bleuté des yeux, là, puis c'est-à-dire ce teint mort et cette forme élancée, eh bien, qu'on retrouve souvent chez les peuples germaniques. Il y a à l'intérieur de la mixture russe, si on peut dire, certains éléments germaniques. Ils le seront davantage par les rois. Catherine II, qu'on appelle la Grande Catherine, c'est une pure Allemande. Ils vont la faire venir en carrosse. Lisez Henri Troya, son Catherine II, c'est fabuleux. Ils vont la faire venir à Moscou, à Saint-Pétersbourg. Ils vont la russifier. Ils vont lui faire abandonner sa foi catholique, puis elle va devenir orthodoxe, puis elle va devenir plus orthodoxe que le patriarche, si on peut dire, plus catholique que le pape. Puis elle va devenir une grande russe, si on peut dire, mais c'est une Allemande. Donc la culture allemande a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. La culture militaire aussi. Les Allemands occupaient des postes de fonction. Quand on regarde l'histoire des palais en Russie au fil des siècles, on voit beaucoup de noms allemands. Donc il y a une influence allemande très forte. Ces Russes de Kiev, cet État russe de Kiev va s'emparer de Moscou, va prendre le contrôle de Moscou. Et le premier qui va être tsar, j'essaie de faire le lien, le premier qui va être tsar, si on peut dire, c'est Ivan le Terrible. Ça, tout le monde a entendu parler. Ivan IV le Terrible. Lui va asseoir le pouvoir royal, le pouvoir politique en Russie. Et sa dynastie donnera environ une dizaine de tsars. Et après vont apparaître les Romanov, qui eux vont être là jusqu'en 1917. En réalité, ceux qui sont des royalistes et des impérialistes vous diront que les Romanov règnent toujours, si on peut dire, par leurs descendants, et ainsi de suite, sauf qu'ils ne peuvent pas occuper leurs fonctions. Puis là, on assiste donc à
partir du 18e siècle, c'est le siècle des Lumières. En France, ça va être la Révolution. Aux États-Unis également, en 1776. Eh bien, Pierre le Grand, ça va être un grand empereur. Hein? Il était grand physiquement, semble-t-il qu'il dépassait les 7 pieds. C'était un homme d'au-dessus de 300 livres, un athlète de haut niveau. Jusqu'à quel point est-ce qu'il n'y a pas de la légende là-dedans? Là, vous savez, on parle d'un grand personnage. Nous n'avons pas de ces grands personnages. Non pas qu'on n'a personne qui mériterait de l'être, mais on n'est pas rendu là encore. On ne vénère pas encore nos Tiberville, nos Lavérandry, nos Louis Joliette, vous savez, nos Jeanne Mance, nos Marguerite Bourgeois, nos 5000 patriotes, puis les Armand Bombardier. On en a de grands. Alphonse Desjardins, ça mériterait d'avoir une statue plus grande que la ville. On n'avait rien. On n'avait rien. René Lévesque, Hydro-Québec, Hydro-Québec, vous savez, notre peuple ne vivra pas assez vieux pour exprimer la reconnaissance face à ça. Vous savez, c'est facile à dire, on fait ci, puis on fait ça, puis on renverse tout, puis on passe tout. Mais se lever, puis dire on nationalise les compagnies d'électricité, ça prend plus que vous et moi de faire ça. C'est puis le gros capital, puis les Anglais qui détiennent les ports des compagnies, ça ne parle pas français là-dedans, puis ils disent on ne vous les vendra pas. M. Lévesque passe une loi, puis ils disent on vous achète pareil. Ah, il n'y a aucune banque qui veut prêter au gouvernement du Québec. Puis là, Roland Giroux, puis Jacques Parizeau, sans moins que petite valise à New York, puis ils reviennent, puis c'est une firme juive qui va leur prêter 300 millions. Qui va permettre qu'on nationalise l'électricité. Donc, on en a des grands personnages. Pierre le Grand, là, c'est une espèce de René Lévesque à la puissance 110. Donc, c'est un grand personnage. Un guerrier, donc un chef de guerre, mais un chef d'État aussi. Puis quelqu'un qui aura une pensée, là, qui va se préoccuper de l'avenir de la Russie. Donc, la conscience russe, la conscience du rôle de la Russie, de son importance, c'est quelque chose qui apparaît au 18e siècle, au siècle des Lumières. Il va mourir, il va être remplacé, bon, sa femme va s'en mêler, un de ses garçons d'ailleurs, ses enfants ne sont pas de la même trempe, si on peut dire. C'est difficile, les enfants ne sont pas de la même trempe, mais c'est Catherine II, cette Allemande, cette veuve de Romanov, qui monte sur le trône. Puis elle va faire. C'est une impératrice éclairée. Qu'est-ce qu'on veut dire quand Voltaire, Rousseau, et notamment Voltaire, parle de ces monarques éclairés? D'abord, c'est ces monarques. C'est des monarques qui sont assez amis pour lui donner de l'argent, qui ont droit au titre d'éclairé. Pas mauvais, mais il faut quand même pas s'empêcher de le dire, même parce que beaucoup de ces monarques-là étaient également des tyrans. Mais un monarque éclairé, c'est censé être le contraire d'un tyran. Un monarque éclairé, c'est un monarque qui a tous les pouvoirs, mais qui agit comme s'il y avait une constitution civile. Idéalement, là, c'est à peu près ça. Et donc, Catherine II est considérée comme une monarque éclairée, comme Christine l'avait été à sa manière pour Descartes en Suède. Quand Descartes allait, il dit dans ses lettres, j'étais dans mon poêle, j'écrivais mon discours. Poêle, ça veut dire une chaufferette, un appartement qui était chauffé. Donc, Catherine II sera une monarque éclairée. En ce sens que lorsque les Jésuites auront été supprimés, Rome, ça peut paraître curieux, le Vatican a supprimé la communauté du monde la plus importante en 1773 par Clément, je pense que c'est 14, par un Clément. Il faut savoir que ce pape-là, qui venait d'être élu, devait son élection aux Jésuites. Et même s'il n'y a pas de campagne électorale, puis s'il n'y a pas de programme politique offert par les papes, leurs idées sont connues des quelques électeurs qui les désirent, et c'était un de ses engagements. Parce que les jésuites dérangeaient. Hein? Les jésuites, on leur prêtait toutes sortes
de mauvais côté. Ils influencent les rois, ils font baisser les reins, ils influencent les grandes décisions, ils mènent le monde par leur collège, ils forment l'élite, ils gardent l'influence sur la société. Ce qui n'est pas entièrement faux. Ben, disons, multiplier ça là, par 10-15, on arrive à une situation où, à un moment donné, on a supprimé les jésuites. Eh bien, Catherine de Russie les a accueillis. Pendant que le monde catholique fermait la porte aux jésuites, le monde orthodoxe, par la voix de Catherine, les a accueillis. Pour bien comprendre la Russie et la suite des choses, et même aujourd'hui, n'oubliez pas que la famille du tsar qui a été assassinée en 1917 a été canonisée il y a 2-3 ans par l'Église orthodoxe russe. Donc ça vous montre à quel point là, ça joue un rôle important, la famille royale à certains égards là-bas. Et la famille du tsar, vous savez, le tsar, on ne le regardait pas, puis je veux dire, c'est un peu comme Hirohito au Japon, c'était un homme au pouvoir exceptionnel. Donc, lorsqu'elle reconnaît les jésuites, elle se comporte en monarque éclairé, et je vous dis ça parce que c'est le siècle des Lumières, et le siècle des Lumières, c'est la Révolution américaine, c'est la Révolution française. La Russie n'est pas insensible à cela, jusqu'au moment où elle se rend compte que si la Révolution se met à faire débarquer des drones, c'est pas sûr que ça l'intéresserait beaucoup. Et donc, mais il ne sera pas toujours là, d'autres tsars, hommes et femmes, vont lui succéder, puis il y a des tsars qui vont être plus sévères, plus autoritaires, plus dictateurs que d'autres. Et comme on l'a vu pour chacun des peuples sur lesquels on s'est penché depuis le début de la session, plus le pouvoir royal, impérial ou colonial est fort, plus il est oppressif, plus un sentiment d'abord patriotique et par la suite nationaliste va apparaître. Écoutez, il y a 150 peuples sur le territoire de la Russie. Et des peuples différents les uns des autres et appartenant à ayant non seulement des langues différentes, des dizaines de langues différentes, mais aussi des religions différentes. Si la Russie, si la Sainte Russie de Moscou, de Saint-Pétersbourg et ainsi de suite s'appuie sur la foi orthodoxe, qui est une foi chrétienne schismatique, le grand schisme, qui s'est séparée de Rome, et qui va aller beaucoup plus loin, même que se séparer de Rome, ils vont rejeter le calendrier, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Nous avons le calendrier grégorien, ils ont le calendrier julien. Ils écrivent en caractère cyrillique, nous écrivons en caractère latin. Vous savez, on apprend toujours des choses, naturellement, quand on prépare une causerie. J'ai même appris un mot. Je ne savais pas, moi, qu'il y avait une science, une discipline, pour être plus exact, qui s'appelle la translittération. Et qu'un des grands défis des gens de lettres et des spécialistes des langues à travers le monde, c'est comment est-ce qu'on peut translettrer le cyrillique au latin pour que nous puissions lire le russe. Seulement, nous ne pouvons pas lire le russe parce que c'est une question, les caractères ne sont pas les mêmes que les nôtres. Moi, j'avais appris l'alphabet russe, je me rappelle, à l'Université d'Ottawa. Je pouvais le lire. Je pouvais lire des phrases sans comprendre. Goroditier, ça veut dire parlement. Donc, la translittération, c'est de prendre des textes écrits en russe et leur donner des caractères latins pour les rendre lisibles à tout l'Occident. Cause un problème, il y a 36 lettres en russe. On en a 26, là. Qu'est-ce qu'on fait avec les 10 lettres qui manquent? Vous êtes censé vous en rappeler, ou tout au moins faire le lien. On met des graphèmes. Rappelez-vous, des graphèmes. On ajoute des petits signes. Des petits V sur le côté, ou bien un petit bord à côté qui aide. Et
ces graphèmes-là, donc ces ajouts aux lettres, ce qui change la prononciation, rappelez-vous, ça a été inventé pour sauver du papier. Au début, le papier coûtait cher, maintenant avec, on s'en vient. Donc le papier coûtait cher, donc pour sauver du papier, certains peuples ont doté leur langue de signes qui leur permettaient de sauver de l'espace tout en donnant une prononciation différente. Tout ça pour vous dire, il y en a un qu'on sait, et c'est très simple. Le petit croche au-dessus d'IN en espagnol, qu'on prononce ignac. C'en est un. C'en est un graphème. Un épigraphe aussi. Épi veut dire à côté, un épiphénomène. Épi, c'est en grec. Épi, graphe, écrit, épi à côté. Donc, on écrit à côté de la lettre un signe, que les linguistes appellent un graphème, et ça donne ça ajoute un son à la lettre que l'on voit. Donc, quand on fait de la translittération, on tente de ramener vers le latin des textes écrits en russe. Le problème qu'on a, c'est que 36 lettres, puis nous, on en a 26. Donc, lorsqu'il y a translittération cyrillique, ce n'est pas du russe dont on se sert, mais du croate. Le croate, lui, n'a que 30 lettres dans son alphabet. C'est déjà 6 de moins que le russe. Donc, la translittération entre les langues slaves et l'alphabet latin se fait de cette façon-là. Et ce caractère cyrillique, vous savez, qu'on voit partout lorsqu'on parle de russe, là, eh bien, c'est Saint Cyril et Saint Méthode, les envoyés du pape, qui sont arrivés dans les pays slavons, on disait à l'époque, les pays slaves, qui les ont convertis au christianisme et qui parlaient une langue tout à fait différente de celle de Rome et ainsi de suite. Et le moine Méthode a mis sur pied un alphabet, le mode Saint-Cyril et Méthode, qu'on appelle les caractères cyrilliques, en l'honneur de leur fondateur, qui est un moine du nom de Cyril. Donc, il y a toutes sortes de peuples à l'intérieur de la Russie qui se développent de plus en plus et qui sont très différents. Là. Je viens de vous parler des chrétiens, des Russes comme tels, qui sont les plus nombreux, des chrétiens qui sont généralement orthodoxes, ils occupent des postes très importants. La langue russe, vous savez, la langue russe, nous aussi on trouve que l'anglais est omniprésent, on a raison de le trouver. Mais si on était des Turkmènes, ou si on était des Estoniens, on trouverait que la langue très présente, ça a été le russe depuis pour certains 90 ans, depuis d'autres plus récents. Donc on a tenté de russifier le pays. On a réussi d'ailleurs. Vous savez, dans les pays baltes, il y en a dont la population est presque majoritairement d'origine slave, d'origine russe. Donc les empereurs, les tsars empereurs, c'est la même chose. Un est en russe, puis l'autre est en français. Donc les empereurs, c'est Pierre le Grand qui se donne le premier titre, et ses successeurs, c'est les Romanov qui vont sur le trône jusqu'en 1917. Catherine II va faire un État fort, l'armée, développer les territoires, et ainsi de suite. Vous savez, c'est du temps de Catherine là, qu'on appelle le nom va me revenir, là. On appelle ça des villages à la... Son premier ministre, là. Oui, des villages, merci. Qu'est-ce que c'est des villages à la Potemkine? Tous les professeurs savent ce que c'est, même s'ils ne savent pas le nom. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait un village à la Potemkine? Oui, également, Eisenstein. Mais le Potemkine, c'était le premier ministre de Catherine II. Et quelquefois, pendant l'année, elle faisait des tournées, des visites. Comme M. l'inspecteur ou M. le ministre dans salle d'urgence, ou quand on fait une exposition universelle, la visite s'en vient, qu'est-ce qu'on fait? Potemkine, pour montrer à la reine que le peuple était heureux et que lui-même faisait un bon travail, elle se promenait en calèche, on construisait des villages comme à Hollywood. On construisait des villages,
Puis là, on amenait des paysans qu'on faisait manger pendant 15 jours, 3 semaines, jour et nuit, pour qu'ils soient cavés de tout, de tout. Puis quand l'impératrice passait, les villages à la Potemkine, elle passait, puis elle voyait tous ces gens heureux qui chantaient, qui tapaient des mains, qui avaient des belles maisons très propres, pas de viande, et ainsi de suite. Donc, des villages à la Potemkine, c'est du tape à l'œil. La manipulation des masses. Tout à fait, exactement. Donc, ça nous donne quand même une idée c'est un empire dirigé par la force, avec brutalité, très souvent. Donc, le noyau de l'Empire russe, parce que nous, celui qui va arriver tantôt, le noyau de l'Empire russe, c'est la Russie comme telle, et la religion orthodoxe, et autour de ça, va arriver une multitude de peuples. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça très souvent, ce qu'on appelle l'Asie centrale. Écoutez, c'est la Turquie, c'est l'Iran. L'Afghanistan n'est pas loin. Quand ils sont allés en guerre, là, ils étaient quasiment, ils ont mangé de maudite à l'usure. Et quand il y aura des batailles incroyables, et ceux qui vont gagner, je pensais toujours à nos généraux sur les plaines d'Abraham, ceux qui vont gagner en Russie les grandes batailles, c'est les peuples qui auront réussi à imposer comme type de guerre de genre guérilla. Et non pas les grandes armées qui s'affrontent dans une plaine, comme on a vu là, nous à Québec, qui était, c'était un art, hein? C'était une cérémonie. Monsieur, excusez-moi, je vais vous tuer, vous tirez là-dessus. C'était comme ça, puis je vous ai manqué, j'ai plus de quoi de tirer sur moi. C'est bon, un code d'honneur tout à fait fantastique, vous savez, auquel on ne peut aucunement, d'aucune façon se référer. Alors, les grandes armées, c'est comme à Waterloo. Là où on le voit le mieux, c'est si vous voyez le Waterloo en Belgique, où c'est la fameuse bataille où Napoléon a eu tant de problèmes. Eh bien, parce que là, on le voit, c'est comme un grand champ de football. Là, d'un bord, l'armée française, de l'autre bord, l'armée ennemie. Des généraux montés sur des monticules, regardant les choses. Puis là, les armées s'avancent. C'est pas compliqué, ils passent juste de même. C'est ceux qui restent debout qui gagnent. Des fois, ils sont suivis par des chevaux, des flancs. Mais c'est vraiment ça. Alors que la guerre, qu'on appelle la guérilla, si on avait fait ça à Québec en 1759, la guérilla, c'est ce que voulaient faire les soldats canadiens d'ailleurs. Venez-vous-en, ils ont dit aux officiers français, laissez faire le champ de bataille, on va les emmener dans le bois, on va rouler, on va gagner, on va faire comme on se bat avec les Indiens, comme les Indiens nous vont montrer, on va les battre. Et ouais, alors que lorsqu'on regarde, on l'avait vu en Amérique latine, ça, avec les amis de Bolivar et ainsi de suite, on le retrouve en Russie. C'est-à-dire que les grandes batailles, ceux qui vont les gagner sont ceux qui auront l'habileté, justement, de procéder de cette façon-là. Donc, l'islam, les musulmans occupent un rôle important. Ce sont des sunnites, presque tous, mais c'est à côté de la Turquie. Hein? Et c'est pour ça que les langues de l'Asie mineure, qui aujourd'hui appartiennent à des peuples qui ont certains réobtenu l'indépendance, d'autres à qui on l'a donné, certains d'entre eux ne savent pas quoi en faire d'ailleurs, c'est comme la mafia qui dirige dans certains États. Il y a du pétrole là-bas, c'est des gens qui ont toujours été dominés, colonisés, vous savez, ça prend une certaine préparation pour arriver à l'indépendance. Certains n'étaient pas prêts, nous le verrons plus dans le détail la semaine prochaine. Cette semaine, c'est juste nous camper dans le décor qui va être le nôtre. Donc, comme on a eu ici la guerre des patriotes vers 1837, la Pologne en 1830, la même chose, la France, les Trois Glorieuses, 1830, la même chose, en Russie aussi, il y aura ces moments-là. C'est-à-dire que la première partie du 19e siècle a vraiment été un réveil des nationalités partout. C'est le siècle des nationalités, et là, c'est pas des nations, mais des nationalités. Et doivent s'ajouter à cela ce qui se passait en Russie. Et en Russie, le combat, à la tête de la Russie,
était entre les autocrates, on dirait en France les partisans du roi, aux États-Unis les partisans d'Angleterre, et ainsi de suite. Ils ont les partisans du pouvoir absolu et les libéraux. Qui sont ces libéraux? Ce sont nos francs-maçons, qui auront eu des loges non seulement en Angleterre, en France, aux États-Unis, en Nouvelle-France, au Canada, en tous les pays d'Amérique latine, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Turquie, partout. Les francs-maçons. Pardon? Parce que tu n'entends pas. Oui, Manzini a joué son rôle de ce côté d'Italie, bien sûr, il est en prison, et ainsi de suite. Oui, oui. Lui et tous les autres, tous les chefs révolutionnaires du 19e siècle, dans tous les pays et tous les peuples, sont des francs-maçons qui agissent dans un but clairement déterminé, c'est-à-dire accorder la liberté aux individus. Faire la République quand c'est possible. Quand c'est pas possible, doter les États d'une constitution. C'est des droits de l'homme, on parle pas de rien quand même. C'est qui sont bien sûr, d'ailleurs, et nous c'est tellement intéressant ce qui se passe en Russie ou en Union soviétique. Je vous le répète, le Canada, depuis 50 ans, disons c'est 40 pour être plus exact, mais depuis presque un demi-siècle, le Canada s'inspire de l'Union soviétique pour régler sa question des nationalités. La loi Sévin, c'est le décalque mot à mot de la loi votée par Moscou pour empêcher les peuples de faire leur indépendance là, quand le mur de Berlin est tombé. Mot à mot. C'est-à-dire, on monte la majorité, c'est assez basse, c'est de type soviétique. C'est-à-dire que ce que la Russie va apporter, et encore plus avec l'Union soviétique, et nous reviendrons tout de suite après la pause, je vous donne juste un avant-goût, c'est ce droit de l'État de planifier jusque dans son détail l'administration de la chose publique. Qu'est-ce qui s'enseigne à l'école? Ce que les gens doivent croire, ce qu'ils peuvent faire ou pas, ça c'est dans d'autres pays du monde. Mais ce qui caractérise le pouvoir russe, le pouvoir moscovite, jusqu'à son effondrement, et même encore aujourd'hui, je suis convaincu que c'est pas mort. Ces peuples-là n'ont jamais connu la liberté. Donc ils n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est normal pour eux que le pouvoir soit brutal, qu'il soit présent, qu'il soit répressif, qu'il y ait des normes que l'on doit respecter. Donc c'est un peuple qui a été dressé, hein, et les peuples de l'Union soviétique ont été particulièrement dressés. Mais si le Canada s'est toujours vivement intéressé à l'Union soviétique, notamment avec Pierre-Elliott Trudeau, c'est qu'ils ont trouvé dans les thèses de Staline, réponse au problème national que subissait le Canada avec le Québec. Ils se sont dit, avec la loi, on peut tout faire. On va passer des lois. Puis, écoutez, là, Staline et les Russes, ils vont déplacer des populations, changer des peuples entiers du pays, pour en mettre un autre à leur place, parce que ça donne mieux comme ça. Les camions arrivent, ils sont emmenés. Si en meurt quelques-uns en chemin, c'est pas grave. Vous savez, Staline, c'est pas drôle de dire ça parce qu'on se fait tomber sa tête, là. Hitler est un monstre, mais Staline a tué plus de monde qu'Hitler. Ouais. On continue après la pause. Ah oui? Oui, certainement. La semaine prochaine, nous allons voir des exemples de peuples comme tels qui sont libérés. Cette semaine, c'est historique. D'abord, la Russie, on l'a vu. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit. La Russie comme telle, l'Empire de Russie, lancé par Pierre le Grand, puis qui va aller jusqu'en 1917. Qu'est-ce qui arrive en 1917? Des révolutionnaires prennent le pouvoir. D'abord, Lénine. Puis là, juste ça prendrait 26 conférences par nom que je nomme. Donc, Lénine va prendre le pouvoir, Lénine va diriger son parti, va mettre sur pied la puissance soviétique. Il va disparaître rapidement, et pour le remplacer, il y a une lutte entre deux tendances. Celle dite de Staline,
qui veut faire, on peut résumer ça ainsi, les deux tendances, Staline, Trotsky qui disait au lieu de faire le communisme tout de suite en Russie, faisons la révolution partout, alors que Staline va dire, on va d'abord la faire ici, une fois qu'on l'aura bien fait ici, ça pourra s'exporter, et ainsi de suite. Ça, c'est grossièrement résumé. Deux tendances, c'est Staline qui va gagner, Trotsky va être éliminé, va même s'en aller, va être assassiné au Mexique des années plus tard. Donc, Staline prend le pouvoir. C'est important parce que quand on parle de l'Union soviétique, on parle essentiellement du stalinisme. Il y a eu une grande influence ici même, au Québec, au Canada français, non pas en termes de vote, mais en termes d'action politique, en termes de diffusion de certaines idées. Vous savez, Staline, on cachait Hitler partout, puis Staline se promenait encore à bout de bras les premiers mai, comme si c'était un autre exemplaire, le petit père des peuples, qui est à la source d'assassinats collectifs, que ce soit en Ukraine, à peu près tous les pays de l'Union soviétique. C'est tout à fait inimaginable comme chiffre, tout ce qu'il a pu faire. Ce que je tiens à retenir à ce stade-ci, comme introduction à la semaine prochaine. Donc l'Union soviétique, formellement, ça commence en 1922, ça va se terminer en 1990. C'est le régime de l'Union soviétique. À l'intérieur du régime de l'Union soviétique, il y a 15 républiques fédérées, 15 républiques autonomes, 8 régions autonomes. Chaque catégorie est importante, vous allez voir, c'est la loi Sévin, du début à la fin. Je sais que c'est pas encore très clair, mais l'Union soviétique, elle va reconnaître des critères qui vont faire que certains peuples ont droit à leur indépendance, alors que d'autres n'y ont pas droit. Là, ils vont dire, pour avoir droit à l'indépendance, il faut remplir tels critères. Et les critères vont changer au fur et à mesure que les gens vont le demander. Ils vont l'ajouter. Là, c'est bien. 50 pas assez, 51, 52. C'est cet esprit-là. Donc, les républiques, uniquement pour vous donner une idée, parce que c'est quand même important, les républiques de l'Union soviétique, l'Arménie, grosse communauté arménienne au Québec, qui généralement nous est favorable d'ailleurs. C'est un peuple avec le génocide par les Turcs et ainsi de suite. C'est un peuple qui est attaché à sa langue, Charles Aznavour, en tout cas. Mais les Arméniens, les patriotes arméniens étaient reconnaissants à l'Union soviétique d'avoir permis d'avoir une république, à comparer à ce que les Turcs venaient de leur faire. Il faut donc comprendre là, cet aspect-là. Donc la République d'Arménie, un peuple distinct, si on peut dire, vraiment différent. Ça vous donne, c'est pas des Russes, ça, là, c'est des Arméniens. Pourtant, ils étaient dans l'URSS. L'Azerbaïdjan, ça, tous ces noms-là, là, ce sont des peuples musulmans de l'Asie centrale. La Biélorussie, c'est comme des Russes, mais c'est pas des Russes. Tout à fait. Les pays baltes qu'on a connus, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, c'était des républiques de l'Union soviétique. Le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Moldavie, la Russie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan. C'était des régions autonomes. Parce que, comme je vous dis, celles que je viens de vous nommer sont des républiques fédérées. Il y avait aussi des républiques autonomes. C'était moins que fédérées. Puis il y avait aussi des régions autonomes. Donc, on appelait Staline le petit peuple du peuple parce qu'il y a dans l'Empire dont je vous parle plus d'une centaine de peuples parlant des langues différentes, ayant des croyances différentes, une culture différente, une nutrition différente, des peuples très, très différents les uns des autres, mais qui partagent cette appartenance à l'Union soviétique. Et l'Union soviétique va établir un plan, parce que c'est un plan impérial, hein, c'est une forme d'impérialisme. Écoutez, on parle là, si on ajoute à ces pays-là ce qu'on appelait les pays du pacte de Varsovie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, la Pologne, l'Ukraine,
relié déjà. Donc, entre la Tchécoslovaquie, les pays du pacte de Varsovie, ajoutés à l'URSS comme tel, vous voyez la puissance devant laquelle on se retrouve, c'est la première puissance d'Europe. Et ce que l'Union soviétique va faire, si on compare ça au temps des arts, l'éducation. C'est encore vrai à Cuba, d'ailleurs. C'est une des caractéristiques, je ne sais pas en Corée du Nord, j'aimerais bien le savoir, mais c'est une des caractéristiques de ce communisme-là, c'est qui était le cas à Cuba également, c'est-à-dire une éducation là, généralisée. Ça fait longtemps qu'il y a des femmes médecins en URSS. Ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'il y a des femmes médecins par milliers chaque année. Donc l'éducation a été vraiment très, très développée. Et la Russie, là, c'était quasiment des barbares, ça, là. Quand les soldats russes sont entrés à Berlin pour libérer en 1945, quand ils ont vu des bols de toilette, ils se lavaient la tête là-dedans. Ils ne savaient pas ce que c'était. Donc c'est un peuple qui a connu c'est un peuple qui est hanté Moyen-Âge, presque. Oui, tout à fait. Lors de la libération de Berlin. Non, ça. Oh, ben, je peux vous dire qu'en 70, 72, dans bien les régions de France, on commençait à peine de savoir ce que c'était. Puis si on savait ce que c'était, il n'y en avait pas partout. En plein cœur de Paris, en 74. Il fallait aller là, en arrière, dans la cour. En arrière, au fond de la cour. Puis à chercher pas de siège, chercher pas de bol, il n'y en a pas. Il y a un trou avec 2 pédales. Puis ça m'a pris du temps à comprendre que la lumière s'allumait quand on fermait la porte qu'on la barrait. Je cherchais dessus, là. Puis j'avais pas de crochet pour mettre mon linge, j'ai tout enlevé mon linge. Je l'ai mis sur le bras, mais là je fais quoi? Ils ne nous donnaient pas de cours aujourd'hui, je ne savais plus, il faut le dire, je ne savais pas. Ils ne nous disent pas, jusqu'à temps qu'on comprenne qu'on peut garder ses pantalons et tout ça. Mais c'est puis quelques-unes dans le corps. Quelques-unes dans le corps, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc, au niveau de l'éducation, l'Union soviétique a joué un rôle extraordinaire dans le développement de l'humanité. Il faut le mentionner. L'autre aspect qu'il faut mentionner, l'industrie. L'industrie soviétique a été très développée. Vous savez, on ne s'en rappelle pas parce que on est des Nord-Américains, nous autres. Les Russes ont joué un rôle important dans la conquête de l'espace. L'émulation qu'ils apportaient aux États-Unis a fait en sorte que c'est un monde qui s'est grandement développé. Donc, au niveau médical, au niveau de la recherche scientifique, au niveau de la recherche aérospatiale, mais au niveau de la littérature, au niveau de la philosophie, au niveau de l'histoire, l'Union soviétique a joué un rôle déterminant dans le monde. Les femmes dans l'armée. Je pense comment? Les femmes dans l'armée. Oui, les femmes ont joué dans l'armée. Oui, au niveau, oui, c'est bien de le mentionner comme ça. Au niveau de l'égalité des sexes, hein, je veux dire, en pays communiste, c'est une question qui, les droits des femmes, puis ainsi de suite, là, même s'il y avait bien des choses à améliorer, il faut mentionner ça, c'est les idées révolutionnaires des bolcheviks étaient un programme politique fortement audacieux. Tout cela, c'est cependant, hélas, accompagné de deux éléments épouvantables. Je dirais la violence du régime, la sévérité du régime, la déportation, la Sibérie, s'est peuplée de prisonniers politiques, les camps de rééducation, un État policier. Ça, mais très policier, là, écoutez, quand on parle des purges staliniennes, vous savez, il a éliminé tous ses compagnons de lutte. Un par un, il faisait tuer là, systématiquement. Comme disait la section de la Saint-Baptiste, la section du G-Duvernay, là, je les aime pas, ils sont pas sur mon bord, on les tue tous. Demain matin, 8h moins quart. C'était comme ça. Donc, c'est vraiment une brutalité, une violence, des procès truqués, là. Rappelez-vous tout ça, les André Gide, les Simone de Beauvoir,
qui vont visiter l'URSS puis qui reviennent tristes. Là. Le rêve brisé, c'est-à-dire le fantasme soviétique, lorsqu'il s'est écrasé en Occident, j'irais même jusqu'à dire qu'on n'en est pas encore revenu. C'était un fantasme. Dans nos syndicats, puis nous tous les premiers, c'était les mouvements pour la paix, tout ce que vous voulez, c'était tout ça va se mettre à craquer là, vers, quand Staline va mourir. Là. Ça va prendre du temps à tomber, 30 ans, mais ça commence à craquer avec Staline. On va éliminer ceux qui avaient combattu la guerre d'Espagne. Ah oui. Ah non, c'est un homme épouvantable. Écoutez, c'est un tyran. Hein? Il pouvait éliminer des villages entiers, des peuples entiers. Un peuple tel, il nous fatigue du trouble, on l'élimine. Oui. Juste pour oublier que Staline était le monstre, il semblait que c'était un autre monstre, qui s'appelait Lénine. Lénine avec la terreur rouge dans les années 1919, 18, où lui en a noyé 17 000 dans une journée dans le Volga. On crache sur Staline, on oublie que Lénine, c'est pas... Ah non, c'est pas de bon Dieu. Lui non plus. Non. Mais 100 millions, c'est dur à battre. Mais ça serait déjà trop. Ça. Je suis bien d'accord. Et l'autre chose, surtout, qui est caractéristique de l'Union soviétique de Staline, et dont le Canada s'inspirera énormément, c'est l'attitude juridique de l'Union soviétique dans le dossier linguistique. Et là, nos lois linguistiques, là, au niveau canadien, là, le droit linguistique canadien, on a l'impression qu'on lit du droit soviétique. Qu'est-ce que je veux dire? C'est du droit formel. Il y a du droit positif, puis il y a du droit formel. Quand on dit quelque chose est formel, ça veut dire, par exemple, vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire formel. Au Canada, vous avez droit au service en français, d'un océan à l'autre. Ça, c'est du droit formel. C'est sur papier. Ça n'a aucune correspondance avec la réalité. Pendant ce temps-là, nos frères d'Ontario se battaient pendant des décennies pour avoir des écoles. Je ne dirai jamais parce que le président, la celle de Penetangwishin, avec celle qui était présidente, j'ai bien aimé madame. Son nom va me revenir, la maîtresse d'école qui était avec nous, qui était présidente de l'ACFO, qui avait. Voilà, madame Séguin, eh bien. Des collègues des écoles de Penetangwishin. Oui. Pendant des décennies pour avoir des classes, pendant ce temps-là, un petit village qui s'appelle Saint-Élesport à côté de Dalhousie, il y avait une commission scolaire anglaise pour 8 étudiants. Une commission scolaire pour 8 étudiants Saint-Élesport Dalhousie. C'est un rolling d'Ontario, j'ai une maison que je ne connais pas là, j'ai une maison qui vient de là. J'ai visité avec M. Paquette en plus. Donc, c'est du droit formel. Les Soviétiques seront les champions du droit formel. On va voir ça au Canada souvent, des négociations fédérales, provinciales. À un moment donné, il va dire, bon, c'est ça que tu veux, marque les dons. Marque donc ce que tu veux. C'est ça qu'on va faire. Marque ce que tu veux, là, on va faire ça. Un peu comme un politicien, quand vous avez une lettre d'accusé de réception, là, soyez assurés qu'on va porter ça à l'attention de la ministre. Ça, c'est du formel. C'est juste du tape à l'œil. Donc, en Union soviétique, Staline avait une politique de la langue et des nationalités. Il se disait le petit père des peuples, il a donc donné des droits à des peuples. Il a créé des républiques communistes, il en a fait une pour les Juifs. Il y a eu une république juive, il y en a eu une autre avant. Il y a eu une république juive dans les années 20, dans les années 30. Du temps de l'Union soviétique. Il y avait, ensuite, il a donné l'indépendance à certains peuples, il a refusé à d'autres. C'était lui-même un Géorgien. Hein, et la Géorgie, actuellement, déclare son indépendance, puis essaie de s'en sortir. Elle n'apparaît pas dans la liste des républiques fédérées, parce que ce n'était pas une république fédérée, c'était une province de Russie, mais qui est en train de reprendre son caractère de pays. Mais du temps de Staline et de l'Union soviétique, on ne les laissait pas faire. Il éliminait les mouvements indépendantistes. Puis, il reconnaissait le droit à l'autodétermination des peuples, ce que le Canada n'a pas fait encore.
c'était marqué dans les textes de l'Union soviétique. On disait que les républiques étaient membres librement de l'Union, mais ce n'était que formel. Comme quelqu'un qui va dire, ma femme est libre, mais ça veut pas sortir, là, soit. Elle essaye de sortir. Oui. Quand on parle de droit formel, c'est un peu comme au Moyen-Âge, d'ailleurs, c'était le même intérêt qu'avec Staline, dans le sens des gens, quand leur roi était bafoué, disaient c'est pas le camarade Staline qui a fait ça, il était mal conseillé, je vais l'écrire, je vais corriger la situation. Au Moyen-Âge, les gens ne s'en prenaient jamais au roi, disaient le roi était mal conseillé, Staline fait la même chose. La même chose dans la communauté religieuse quand on décidait d'écrire au supérieur général. Si le supérieur général savait ce que je vis vraiment, il n'y aurait pas plus de décisions là, moi il écrit. C'est toujours la même attitude, hein? Et c'est bien de le souligner. Donc, il y a une montée, je dirais des nationalités plus que des nationalistes, parce que n'oubliez pas que pendant toutes ces années-là, si l'éducation occupe une place si importante en Union soviétique, eh bien, cette éducation-là, elle est orientée. Comme les minutes du patrimoine du Canada ici qu'on voit là, pour nous laver le cerveau. Là-bas, c'est tout le régime qui est fait comme ça. Des photos de Staline dans tous les classes, puis on se lève, puis on met des bouquets de fleurs devant sa photo, puis on apprend sa date de naissance, sa fête, on lui fait des poèmes, des chansons. C'est un culte de la personnalité très avancé, et non seulement chez les petits-enfants et les paysans, mais chez les intellectuels, y compris du monde entier. Hein. Pendant longtemps, le monde entier va appuyer Staline, qu'on appelait le petit père des peuples. Donc, il y a un mouvement de nationalité qui va apparaître. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, écoutez, l'URSS a fait un effort. Écoutez, je pense que la moitié des morts de la guerre sont russes ou de l'Union soviétique. Vous savez, on va faire ça vite parce que les questions, j'ai plus de temps. Oui? Je pense que si Staline a déporté plusieurs peuples, c'était peut-être par turcophobie. Je pense dans tous les territoires tartares. Et si Staline a déporté des peuples, c'est sans doute par turcophobie. Il l'a fait beaucoup pour des peuples turcs. Parce que lui-même était georgien. Oui. Ah, il était sévère avec bien du monde. Vous savez que c'était un homme qui brisait tout mouvement. Mais, et d'ailleurs, ils ont même inventé la théorie suivante. Nous aurons des droits de l'homme lorsque la société aura changé. D'ici ce temps-là, on doit s'en priver de certains d'entre eux pour améliorer la société. Puis une fois que la société sera améliorée, ah ben là, les droits de l'homme évolueront normalement et tout le monde sera heureux. Mais pour que tout le monde soit heureux, dans l'Union soviétique, il faut que ça se fasse en russe. Donc ils vont ouvrir des universités partout. Ils vont enseigner le russe partout. Ils vont russifier l'URSS. Ils vont russifier une centaine de peuples. Il y a un grand Roumain qui a pensé comme ça. Là, doit être plus là. Ah oui? Même chose. Donc, ce n'est pas rien. Montée de nationalisme, russification des populations, changer les lois pour empêcher les peuples de faire l'indépendance, une répression généralisée, mais les mouvements patriotiques vont monter de plus en plus après la Deuxième Guerre mondiale. La Russie, l'URSS aura beaucoup souffert, mais malgré toutes les tentatives de Moscou, la fierté nationale de la plupart des peuples dont on parlera dans le détail la semaine prochaine, la fierté nationale est restée intacte. Vous savez, les Tchétchènes, quand ils se lèvent aujourd'hui, là, ils apprennent à haïr le russe avant de marcher. C'est comme ça. Il y a une et ça, il n'y a pas une école qui peut contrôler ça. Ça, il n'y a pas l'espèce les Acadiens ont vécu également ce genre de situation. Il y a une transmission des valeurs qui s'est faite chez les peuples pour maintenir leur langue d'ailleurs, mais ils n'ont pas tout sauvé. Mais plusieurs ont sauvé leur langue. Et heureusement, quand c'est des Turcs, c'est qu'il y a des grands pays autour. La Turquie est là, puis l'Afghanistan, puis l'Iran et la Chine tout là-bas. Donc, il y a une diversité linguistique que l'Union soviétique a jugulée en les russifiant, faisant avec le russe ce que les Américains vont faire avec l'anglais en Occident. On appelle ça une langue pilote, une langue plus forte que les autres. Eux, leur langue est protégée parce qu'il y a un alphabet autre que nous. On ne peut pas. Quoique je serais curieux, il doit y avoir des mots américains dans le russe d'aujourd'hui.
nous continuerons la semaine prochaine. Avant de mettre votre attention dans vos poches, là, Paul André avait quelque chose à... Ah oui, ben oui. Pour ceux qui sont ici depuis un petit bout de temps, entre autres, il y a 3 semaines, je vous avais distribué une feuille suite à la mise en